Bon, alors, pour commencer tout ça, encore une fois, bonjour à tous, merci d'être venus et de vous être connectés aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Brossas, je suis l'un des animateurs de cette réunion publique d'information qui a pour sujet principal le retour en France. Alors, je vais vous partager évidemment mon écran, on va bien faire les choses ici. Voilà. Donc cette réunion, évidemment, est organisée par Francine Watkins, conseillère des Français de l'étranger, avec son équipe et comme invitée, comme vous le savez, Madame Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger. Juste avant, vraiment qu'on aille dans le vif du sujet, étant donné, vous connaissez tous le contexte actuel, une réunion Zoom, comment on va s'organiser avec plus d'une centaine de personnes connectées. On va faire ça assez simplement et on va essayer de garder vraiment, on va dire, une qualité de confort, d'écoute et de participation optimale. Et on va le faire à travers donc un format de 90 minutes. Des questions-réponses, et ces questions, donc, vous le verrez, les micros vont être coupés juste pour éviter tous les bruits parasites, etc. Et vous pourrez donc poser vos questions, soit vous l'avez déjà fait par email, et dans ce cas-là, on a vos questions, tout est beau, soit vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et donc, vous pouvez accéder au chat sur votre barre de contrôle qui est en bas ici. Vous allez voir l'espace de discussion, vous cliquez et ensuite vous pouvez interagir avec nos animateurs. Et les animateurs se chargeront de poser vos questions. Cette réunion est bien évidemment enregistrée, ce qui vous permettra de pouvoir bien évidemment ensuite la revisionner ou la partager avec les gens qui peuvent être intéressés. Vous avez toute une équipe aujourd'hui qui est à votre écoute et je pense que Francine se fera un plaisir de détailler tous les membres de cette équipe. Donc préparez vos questions, installez-vous confortablement et surtout hydratez-vous. Donc thé, café, eau, c'est votre choix. Moi j'ai choisi l'eau aujourd'hui pour rester bien éveillé comme il faut. Pour l'agenda, on va essayer de faire vraiment ça très simple, très rapide. Je sais d'avance que vous êtes tous ici pour pouvoir poser vos questions aussi. Donc, on va commencer avec un mot de bienvenue de Francine qui va simplement rappeler très rapidement son rôle, aussi l'actualité avec évidemment les élections consulaires qui approchent à grands pas. Je le disais tout à l'heure, elle va aussi présenter un peu son équipe et introduire Hélène. Hélène aura aussi un mot pour vous accueillir et ensuite nous répondrons à toutes vos questions. Pour les questions, juste encore une fois, la précision ici. Alors, je vois qu'il y a des gens qui s'amusent avec les annotations, je vais enlever ça pour que ce soit plus joli. Au niveau des questions, l'équipe d'animateurs va prendre un maximum de questions différentes pour couvrir un maximum de sujets. Étant donné que vous avez tous des situations qui sont diverses et uniques. Donc, on va vraiment essayer de couvrir le maximum. Cependant, si à la fin de la réunion, on n'a pas couvert votre problématique, vous pourrez nous contacter. Vous le verrez notamment, il y a toutes les informations utiles dans les liens qu'on donnera à la fin. Une fois qu'on aura passé les questions, ça va durer environ, je pense, 60-70 minutes. On aura une petite conclusion qui sera faite par Francine et Hélène, qui durera 5 minutes. Mais voilà, j'espère que vous aurez toutes les informations qu'il convient. En attendant, je cède la place à Francine Watkins, conseillère des Français de l'étranger pour l'Ontario et le Manitoba. Merci Thomas. Chers amis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Francine Watkins et je suis votre conseillère des Français de l'étranger depuis 7 ans. Comme vous le savez probablement, le 29 mai se déroulera au Canada l'élection des conseillers des Français de l'étranger. À cette occasion, j'ai décidé de poursuivre mon engagement à vos côtés en menant une liste emblématique composée d'une équipe intergénérationnelle, diverse, compétente et engagée auprès de la communauté française de l'Ontario et du Manitoba. Cette équipe partage les mêmes valeurs que moi, soit celles de justice sociale et fiscale, d'intégrité, de solidarité, de diversité et d'engagement associatif, citoyen et écologique. Elle est les miroirs de la communauté française de la circonscription, puisque mes colistiers représentent tous les groupes d'âge, la diversité, la répartition géographique et les parcours professionnels et expertises variés. J'aimerais vous présenter très rapidement mon équipe. Yann-Alexandre Girard, cadre hospitalier universitaire. Solange Strom,
chef d'entreprise et conseillère du commerce extérieur. Thomas Brossat, spécialiste des ressources humaines. Sabine Soumaré, directrice des communications et marketing, Diversity Institute, Université Ryerson. Frédéric Rivière, directeur d'école, et Bénédicte Bruder, interprète de conférences. J'aimerais vous rappeler quelques dates importantes. Il vous reste une semaine, soit jusqu'au 23 avril, pour vous inscrire sur la liste électorale et pouvoir ainsi voter le 29 mai. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse francinewatkins2021@gmail.com. Vous pourrez voter pour la première fois par Internet du 21 au 26 mai, à compter et jusqu'à midi, heure de Paris, ce qui permettra aux personnes ne résidant ni à Toronto ni à Ottawa d'exprimer leur suffrage. Enfin, vous pourrez voter par procuration, que vous pourrez également établir en ligne, et à l'urne le 29 mai au Consulat général de France à Toronto et à l'ambassade de France à Ottawa. J'aimerais maintenant vous présenter notre invitée spéciale, la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Comme nous, Française établie à l'étranger pendant de nombreuses années, Hélène a été élue sénatrice des Français établis hors de France en septembre 2011. Entre son élection et juin 2012, elle a été désignée secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, ainsi que présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Canada au Sénat. En juin 2012 et jusqu'au 1er avril 2014, elle a été nommée ministre déléguée chargée des Français de l'étranger dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. À l'occasion de la recomposition des groupes interparlementaires d'amitié en septembre 2014, elle a notamment assumé les responsabilités suivantes: présidente d'honneur du groupe France-Canada et vice-présidente de France-Québec. Le 24 septembre 2017, elle a été réélue sénatrice et élue vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Enfin, le 1er novembre 2018, elle a été nommée à la vice-présidence du Sénat, mission qui s'est achevée en octobre 2020. La sénatrice Conway-Mouret est une amie de longue date du Canada. Elle s'est rendue dans notre circonscription à maintes reprises tout au long de mon mandat et j'ai pu compter sur son soutien indéfectible dans l'exercice de mes fonctions de conseillère des Français de l'étranger. Symbole de cette amitié profonde pour notre pays d'adoption, elle a accepté dernièrement d'être la marraine française du projet Amicitia, soit le premier monument à l'amitié franco-canadienne qui sera dévoilé plus tard cette année à Ottawa. À cette occasion, nous aurons donc le plaisir de l'accueillir de nouveau parmi nous. Sans plus attendre, je cède la parole à la sénatrice Conway-Mouret qui va nous parler du retour en France, qu'il soit permanent ou temporaire, et qui répondra ensuite à vos questions. Hélène. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Francine. J'ai un tout petit écran qui ne me permet pas de voir tout le monde, mais je vois que beaucoup de gens sont connectés, j'en suis vraiment ravie. Je vois aussi que j'ai des cheveux qui ont poussé depuis la photo qui a été prise, mais je crois que c'est le cas pendant le confinement pour la plupart des gens. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion. Je regrette bien sûr de ne pas être présente physiquement parce que le Canada est beau à toute saison. Je l'ai testé à moins 35, je l'ai testé au printemps, à l'été, en début d'automne. En plein automne, pas encore. Et peut-être que ça sera le cas cette année, il faut l'espérer. Mais bon, nous continuons à exercer notre mandat et nous avons besoin d'être au contact à la fois de nos élus, comme vient de le rappeler Francine. C'est une sorte de chaîne humaine qui débute localement avec vos élus de proximité, que sont les conseillers des Français de l'étranger, qui font remonter à la fois des dossiers individuels, mais souvent des questions qui vous touchent, qui touchent votre communauté collectivement. Et puis, comme les sénateurs ont une circonscription qui est planétaire, cela nous permet de recouper un certain nombre de questions et de se dire que finalement, c'est un phénomène
globale et mondiale que nous devons adresser, ce qui nous permet, sous diverses formes, questions écrites, questions orales, courriers, rencontres avec les ministres compétents, de pouvoir faire avancer, changer les textes. Alors bon, tout cela, je veux dire, avec beaucoup d'humilité, pas toujours avec un très grand succès, puisque nous sommes des législateurs et nous ne sommes pas dans l'exécutif qui décide. Alors, je voulais aussi saluer à la fois les élus, bien sûr, mais les associations, parce que nous traversons une période particulièrement complexe, difficile pour tout le monde, et je crois que nous avons besoin d'une mobilisation générale qui passe par les associations qui sont sur le terrain, comme les conseillers des Français de l'étranger, qui ont démontré peut-être plus que jamais dans l'année que nous venons de vivre leur utilité sur le terrain pour relayer l'information, pour répondre, pour accompagner. C'est leur rôle, c'est pour ça qu'ils s'appellent conseillers. Et essayer de faire face à des difficultés qui sont grandissantes, plutôt inquiétantes. Et aujourd'hui, nous voyons que finalement, un an plus tard, bon, j'écoutais le professeur Salomon qui nous disait finalement, le coronavirus, ce sera peut-être 2022-2023. Donc, bon, voilà, d'un seul coup, ce n'est pas un verre d'eau, Thomas, dont on a envie de boire, qu'on a envie de boire, mais autre chose quand on a ce genre de nouvelles le matin. Bien, donc se dire qu'en effet, nous sommes engagés dans une nouvelle période où les rapports humains sont différents, ils se font au gré d'écrans interposés, en espérant quand même qu'on pourra, je vous dis, le faire séparément. Mais cela met d'autant plus en exergue le fait d'être parti, d'être expatrié, parce que si en effet il est très pratique de pouvoir se parler aujourd'hui par un écran, il ne reste pas moins que bon nombre de mesures qui sont prises ou d'interactions aujourd'hui ont quand même un caractère plutôt inhumain, en tout cas pour moi, je ne le vis pas forcément très très bien, notamment avec ma propre famille, puisque j'ai la chance d'avoir un petit-fils qui est né l'année dernière au mois de juillet et que je n'ai vu qu'une seule fois l'été et que je n'ai pas pu revoir depuis. Et je peux vous dire que de voir mon petit-fils une fois par semaine pendant quelques minutes par WhatsApp n'est pas forcément le genre de relation que j'aimerais avoir avec lui. Mais je crois que beaucoup d'entre vous peut-être se retrouvent dans ce que je viens de dire. Vous aimeriez pouvoir serrer vos parents et votre famille dans vos bras et que vous n'avez pas vu depuis assez longtemps. Donc, c'est une période qui n'épargne personne. Tous les âges sont concernés, avec quand même une certaine culpabilisation. Je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais en tout cas, c'est le cas ici, où finalement, les jeunes se sentent coupables peut-être d'être porteurs du virus par rapport aux anciens. Les anciens se sentent coupables bien de bloquer l'économie parce qu'il faut les protéger. Et puis ceux qui sont entre ces deux tranches d'âge, finalement, sont ceux qui continuent à travailler, sont en première ligne et souvent payent un fort tribut. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons des communautés françaises qui sont en souffrance, comme le sont les ressortissants des pays où vous résidez. Et pour le Canada, nous allons en effet nous concentrer, puisque c'était une des questions, j'ai essayé de regarder les questions en écoutant attentivement les propos de Francine. Oui, bien sûr que nous allons nous concentrer essentiellement sur vos questions, votre quotidien, puisqu'il est partagé par ceux qui sont là, par Thomas, par Francine, et puis il faudrait que je déroule, mais je n'ai pas le temps de le faire en parlant, mais tous ceux que je peux connaître et qui aujourd'hui sont à votre service, enfin, qui ont choisi de l'être, en tout cas, en étant très engagés dans des associations, notamment Français du Monde ADFE, qui, je sais, est très, très à l'écoute et qui essaye d'apporter des réponses. Alors, puisque nous allons parler du retour en France, je crois que la problématique, alors, soit en effet temporairement pour pouvoir voir votre famille ou de façon permanente. Je ne sais pas si Thomas, mais je pense que tu es capable de tout, de pouvoir poster le lien du rapport que j'ai rendu. Alors, il date un petit peu, hein, il est de 2015, mais je crois que vous lirez dans la présentation qui est faite, parce que d'abord, c'est du vécu, puisque je suis en effet rentrée en France en 2011, il n'y a pas si longtemps, et je n'ai pas eu le temps
d'oublier tous les, tous les désagréments, on va dire, que j'ai pu avoir, que j'ai pu rencontrer avec l'administration. Donc, il y a beaucoup de vécu. Mais aussi, il y a 5 ans, j'avais lancé non pas un sondage, mais j'avais ouvert une plateforme. Alors, c'était maintenant, c'est une monnaie courante, mais à l'époque, c'était encore précurseur. Et j'ai été absolument débordée de témoignages de gens qui avaient rencontré vraiment de très, très grosses difficultés, au point où certains avouaient dans leur message qu'ils avaient été forcés de repartir, ce qui est quand même quelque chose d'atroce, de rentrer dans son pays, de ne plus s'y reconnaître, de ne plus être reconnu et de devoir s'expatrier à nouveau. Alors, pour éviter tout cela, j'ai mis en place une plateforme qui aujourd'hui existe et que vous pouvez trouver, et Thomas va partager le lien aussi, sur le site du ministère des Affaires étrangères, et qui a vocation à... Alors, je vais vous l'expliquer en 2 minutes de façon très pédagogue, de rentrer vos données personnelles qui ne sont pas conservées, donc il faut le savoir, parce que si vous rentrez au bout de 2 ans célibataire, ou que vous rentriez au bout de 20 ans avec un partenaire ou une partenaire étrangère, avec des enfants à scolariser, forcément, votre retour en France va se passer différemment. Et donc, il est très important que vous entriez votre situation personnelle pour qu'ensuite, on puisse vous donner l'ensemble des documents dont vous avez besoin avant de partir. Il est toujours très important de préparer son retour et de ne pas simplement partir et rentrer, mais de le préparer sur le long terme. Et nous sommes allés jusqu'à vous proposer un calendrier qui vous permettent en effet de récupérer un certain nombre de documents, parce que faire des allers-retours entre la France et le Canada pour les récupérer plus tard risque d'être compliqué. Et donc, le plus simple, c'est de s'inscrire dans ce calendrier, faire une checklist de tout ce dont vous avez besoin, et ensuite de récupérer et de commencer à préparer votre retour en France à partir du Canada. Je crois que ça paraît peut-être, ça paraît naturel de dire cela, mais il est très important de s'y préparer. Et autant les retours impromptus peuvent entraîner des situations très difficiles, autant cette préparation peut en effet aider. Alors, les documents, je ne vais pas vous les donner parce que vous pourrez chacune et chacun cliquer sur le lien et ensuite aller voir exactement ce que l'on vous dit. C'était aussi un système qui est mis à jour régulièrement suivant les textes de loi qui changent, et ils ont notamment, avec la période d'état d'urgence, changé beaucoup récemment, depuis 1 an en tout cas, où par exemple, c'est une question récurrente, quand vous rentrez, est-ce que vous êtes pris en charge par la sécurité sociale immédiatement si vous avez un numéro, enfin un NUMIC, si vous avez déjà travaillé en France? Eh bien, jusqu'à avant la période d'état d'urgence, la réponse était non. Il y avait un délai de carence de 3 mois. Je n'ai jamais pu savoir qui l'avait instauré, pourquoi c'était là, mais personne n'a voulu en changer. Et le fait de cette crise pandémique fait que, en effet, un Français maintenant, mais c'était jusqu'au 1er avril, et on n'arrive pas à savoir non plus quelle est la situation depuis le 1er avril, jusqu'au 1er avril de cette année, eh bien, il n'y avait plus ce délai de carence, c'est-à-dire que la personne pouvait être prise en charge immédiatement par la sécurité sociale. Voilà. Bon, donc on a des flous, mais sachez que nous suivons absolument tout, et que voilà, nous faisons au mieux pour faire en sorte que ces retours se passent correctement. Voilà. Alors, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que Thomas a dû envoyer les liens, et donc gardez-le précieusement, parce que ce lien vous donnera personnellement ce dont vous avez besoin, vous, hein, suivant votre situation personnelle, puisqu'on prend aussi
en compte les conjoints, les partenaires, les enfants, avec l'inscription en crèche, par exemple, l'inscription dans une école, comment cela se fait, ça se prépare, on ne peut pas débarquer et penser que l'école va automatiquement prendre l'enfant, hein, puisqu'il existe notamment des cartes scolaires en France. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième point, et là, il faudrait, mais j'ai envoyé là aussi les liens à Thomas qui pourra vous les faire suivre. Nous sommes dans une période assez particulière où, alors je vais être assez critique parce que je suis assez en colère, ça fait des mois que je ne décolère pas, je ne pense pas que ça soit un état d'esprit qui soit très sain, mais enfin c'est comme ça, où nous demandons au ministère de la Santé, et notamment au ministre, qui vient régulièrement répondre aux questions et qui ment éhontément, où il nous dit qu'il y a des contrôles qui sont faits. Voilà. Bon. S'il y avait des contrôles, on n'aurait pas eu besoin de prendre cette mesure absolument drastique qui a bousculé et inquiété beaucoup de gens, et très justement, en disant aux Français, vous n'avez plus le droit de rentrer en France. Voilà. Comme ça a été dit et que c'est parfaitement illégal, dans la foulée, forcément, une liste de motifs impérieux a été mise en place. Et plus le temps passait, plus la liste s'est allongée, bien sûr, avec des spécificités et des situations particulières qui n'avaient pas été prises en compte dans un premier temps, pour que les gens puissent en fait voyager. Bon. Cette liste des motifs impérieux, vous l'avez sur le site, je crois Thomas, je te l'ai envoyé, c'est ambassade de ca.ambassade.org Covid-19, restriction d'accès à la France. Voilà. Tous les liens seront envoyés à tous les participants à la fin de la réunion, par email. Voilà. Alors, vous avez dans ces liens d'abord une actualisation, donc c'est important, mais ce sont des liens officiels. Alors, je sais qu'il y a énormément d'informations qui circulent, parfois un peu erronées, donc il faut absolument que vous alliez sur ces liens-là, qui sont les sites officiels à la fois de l'ambassade et du ministère, et qui vous permettront de savoir exactement les documents dont vous avez besoin. Alors moi, je ne vais pas du tout parler pour le Canada, parce que je sais qu'il y a 3 jours à l'hôtel obligatoire quand vous rentrez, ainsi de suite. Ce n'est absolument pas le cas en France. C'est tellement pas le cas que jusqu'à peu, on ne vous demandait aucun des papiers qu'on vous avait demandé de remplir pour monter dans l'avion. Voilà, donc tout le monde passait très librement dans les aéroports. Et quand même, maintenant, il y a quelques personnels qui ont été déployés et qui vérifient que vous avez bien en effet vos papiers, mais on se repose essentiellement sur la responsabilité individuelle. Alors, bon, nous sommes bien sûr tous responsables, mais certains moins que d'autres, de toute évidence, puisque le virus continue à circuler. Et que donc, il faut voir dans cette interdiction aux Français de rentrer en France, en fait, une mesure dissuasive, parce qu'il manque l'essentiel, c'est-à-dire d'être en capacité de faire des contrôles à l'arrivée. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire de ne pas prendre vos papiers, parce que de toute façon, vous ne pourriez pas monter dans l'avion. Donc, il faut avoir absolument tous vos documents, le test PCR, ou je crois que ça s'appelle l'AMP chez vous, enfin l'AMP, j'ai vu. Voilà. Il vous faut vos tests. Et si vous avez une situation personnelle urgente, par exemple, un membre de votre famille qui est au plus mal et vous voulez rentrer le plus rapidement possible, eh bien, il faut vous rapprocher du consulat, de l'ambassade et faire en sorte que bien, vous ayez en effet le droit de voyager. Bon, après, quand j'ai dit ça, on va vous dire en France que bon, si vous avez des symptômes quand vous arrivez, il faudra rester chez vous, mais c'est à vous de le faire tout seul, vous n'avez aucun contrôle. Et après, il y a le retour au Canada. Donc, moi, j'invite tous ceux qui partent de vraiment prendre en compte le fait de rentrer ensuite et de se conformer, parce que là, il n'y aura pas de dérogation,
et je pense qu'au Canada, c'est beaucoup plus sérieux qu'en France, on va vous demander de faire ce séjour assez onéreux dans un hôtel, on va vous demander tout un tas de choses. Voilà. Donc, prenez un aller-retour en France et retour au Canada dans sa globalité, pour ne pas ensuite être en difficulté au retour, par exemple, si voilà, vous devez vraiment vous conformer. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'était peut-être un peu long, mais je voulais être exhaustive, d'aller jusqu'au bout de ces propos, pour vous dire que l'information existe et que avec vos questions, là, nous allons essayer de répondre globalement à un certain nombre de thématiques. Puis, localement, vous aurez à la fois les élus, les associations et tous ceux qui sont connectés et qui sont là pour vous accompagner le feront. Et puis, moi, j'ai préparé un papier, un stylo, pour aussi prendre quelques notes peut-être de sujets que je n'ai pas reçus jusqu'à présent et qui n'ont pas été abordés, mais que je pourrais noter, saisir le ministère ou l'administration, et puis ensuite, par le biais de Francine, de pouvoir vous donner la réponse. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour ce mot, pour cette explication un petit peu de la situation. Pour ce qui est des questions, juste pour que tout le monde sache, on va essayer donc d'aborder un grand nombre de sujets. On va évidemment parler des vaccins, on va parler des voyages temporaires, on va parler encore une fois de l'impatriation peut-être un peu plus, et aussi, si on a le temps, je l'espère, des retraites et de la fiscalité, sinon ça viendra dans un second temps pour une prochaine réunion très rapidement. Hélène, on a reçu énormément de questions par rapport aux vaccins. Les Français de l'étranger, notamment donc ici en Ontario et Manitoba, aimeraient savoir s'ils ont la possibilité déjà d'être éligibles pour avoir le vaccin en France, et il y en a certains qui se demandent s'il est possible d'avoir une dose de vaccin au Canada, puis une dose en France, et comment ça se passe à ce niveau-là aussi. Ah, un petit... Oui, je crois qu'Hélène est en mute. Un instant. Voilà. Oui, il faut me laisser réactiver mon micro. Voilà. Oui, alors, bon, ça, c'est l'annonce qui a été faite par le gouvernement et qui a été réitérée récemment par le secrétaire d'État là, pour les affaires européennes, en disant qu'en effet, tous les Français qui étaient de passage ou rentrés en France étaient autorisés à se faire vacciner. Bon, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un surplus de vaccins, et je dis ça de façon très diplomatique, à tel point qu'un bon nombre de personnes qui ont pris rendez-vous avec Doctolib ou chez leur médecin n'ont pas pu encore se faire vacciner. Et là, c'est les catégories, vous savez, c'était plus de 60 ans, non, d'abord plus de 65 ans. Maintenant, là, je crois que c'est plus de 60 ans. On va descendre ensuite à 55 ans et ainsi de suite. Bon, jusqu'à présent, on a eu une certaine pénurie de vaccins qui a fait que tout le monde ne pouvait pas être vacciné. Donc, la possibilité existe, notamment si vous avez un docteur de famille, par exemple, dans la famille où vous allez, de pouvoir être vacciné. En effet, alors, bien sûr, comment... Je ne sais pas si vous avez un carnet de santé, mais de bien expliquer que c'est donc la deuxième dose. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'AstraZeneca a été très largement utilisé parce que c'était plus ou moins le seul vaccin que nous avions jusqu'à présent, et que à cause de certains problèmes de réaction, notamment à la première dose, puisque bon, ce matin, ils ont annoncé qu'il y avait eu 8 décès de thrombose et ainsi de suite. Bon, alors sur 2 millions, c'est pas... Le risque peut-être vaut la peine d'être en cours, mais en tout cas, le gouvernement a décidé de ne plus l'administrer en deuxième dose. OK ? Donc, si vous avez reçu AstraZeneca en première dose, on vous vaccinera avec Pfizer ou d'autres qui maintenant sont disponibles en France. Donc, c'est possible, mais il va falloir que vous... Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'automatique que vous aurez parce que vous y avez droit.
hein, vous serez dans la liste d'attente. Donc, si vous restez quelques semaines, je crois que ça peut être possible. Si c'est un séjour aller-retour rapide, je crains que ça ne le soit pas. Mais bon, vous avez déjà une certaine protection, donc vous rentrerez au Canada et faites la deuxième dose là-bas. Merci. Et alors, juste une seconde question là-dessus, et après on pourra passer au prochain sujet. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si on a besoin de la carte vitale pour pouvoir se faire vacciner. Alors ça, on n'a pas posé la question jusqu'à présent. Eh ben, on pourra y Écoutez, répondre je un ne peu vais plus pas tard. vous dire oui ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais demander. Bon, moi, j'avais pas droit, j'étais pas dans la catégorie prioritaire pour être vaccinée, donc sinon j'aurais ma propre expérience, j'aurais sorti ma carte vitale pour l'être, et je ne le suis pas pour l'instant. Donc j'attends patiemment que, que je sois dans la catégorie voilà, concernée. D'accord. Aucun problème. Je pense que de toute façon, pour les gens qui participeront à la prochaine réunion qui aura lieu le 8 mai, on aura la réponse Mais je pour eux. vais vérifier, je vous enverrai la réponse, et puis vous pourrez la partager. Hein? Oui, parfait. Alors, autre sujet, ce sont les voyages temporaires en France. Hélène, tu parlais dans ton introduction du fait de la définition du motif impérieux et comment ça va évoluer à travers le temps. Et on a des gens qui souhaitent savoir si ils peuvent aller visiter leur famille parce que voilà, il y a des conditions particulières. Ça peut être un mariage, ça peut être une situation de détresse pour certaines personnes âgées qui sont maintenant seules en France. Donc, quelles sont les conditions aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des restrictions? Tu l'as mentionné, il n'y avait pas autant de restrictions qu'au Canada, mais il y a quand même certaines choses qui sont demandées. Et les gens se demandent quel papier il faut fournir pour justifier finalement de sa situation. Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir son passeport français si on a la double nationalité? Est-ce qu'on doit avoir une preuve d'hébergement? Donc il y a ça, et aussi évidemment tout ce qui est relatif au PCR. Est-ce que on doit fournir un test et comment ça se Oui. passe? Alors, l'affirmation complète, c'est le test PCR. De toute façon, vous ne pourrez pas monter dans l'avion si vous ne montrez pas votre test PCR qui a moins de 72 heures. Donc ça, c'est absolument obligatoire. Comment que ça soit le passeport ou la carte d'identité en France, bien sûr, quand on voyage, on a toujours besoin de documents de titre de transport qui soient valides. Hein. Donc, j'invite tous ceux, et je sais que c'est très compliqué parce que les consulats aujourd'hui travaillent, peut-être que vous pouvez en parler beaucoup mieux que moi d'ailleurs, sous forme de, de rendez-vous, mais de façon un peu restreinte, avec de l'attente et ainsi de suite. Donc là, peut-être vous pouvez renseigner nos compatriotes sur cette question. Et je sais que dans le monde entier, on a ce souci de Français qui d'un seul coup réalisent que leur passeport n'est plus valable, voudraient voyager, et on leur explique qu'il faut quelques semaines ou quelques mois quand il fallait 15 jours auparavant. Donc vraiment, faites attention à avoir tous vos papiers en ordre, on va dire, et votre test PCR. Après, quand vous arrivez en France, vous n'avez besoin de rien. Comme je vous le disais, moi j'ai passé 2 fois l'aéroport, j'étais envoyée en mission par la Commission des Affaires étrangères. Autant pour monter dans l'avion, on a besoin absolument de tous les papiers. Bon, j'avais un ordre de mission, donc c'était mon motif impérieux pour voyager. J'avais mon test PCR, je ne sais plus, j'avais un 3e papier, je ne sais plus ce que c'est. Et puis, bien sûr, mon passeport. Et donc, mais quand vous arrivez en France, on vous demandera, la police, la PAF, on va vérifier si vous avez un document français, vous passez directement. Si c'est un document canadien, c'est la même chose. Enfin, vous n'avez pas besoin de visa pour venir en France. Non. Non. Bon. Donc voilà, c'est tout. Il faut avoir les papiers en ordre. Et puis, vous aurez peut-être quelqu'un, parce qu'on agace suffisamment le ministre pour que finalement il ait déployé quelques personnes qui vont vérifier si en effet vous avez un test PCR. Puis si vous avez un truc qui ne correspond pas à ce qu'il demande, à ce moment-là, ils vous demanderont de faire un test. Mais c'est vous qui prenez sur vous de le faire, mais on ne vous demande pas de vous isoler, on ne vous demande rien. D'accord. Non, je le répète, l'interdiction, et c'est ça qui est agaçant, c'est parce qu'on n'est pas fichu de mettre en place des contrôles corrects
qu'on prend une mesure extrême en disant aux Français, c'est terminé, vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous. Enfin, c'est d'une violence, c'est inhumain de dire cela. Et donc, beaucoup de gens l'ont très, très mal pris. Et donc, on se retrouve maintenant, vous n'avez pas le droit, mais vous avez le droit sous telle et telle condition. Donc, allez sur le site de l'ambassade, regardez si le motif que vous avez peut rentrer dans un de la liste, il y a une vingtaine là, qui facilite cette mobilité, tout simplement, dans un premier temps par rapport à Air France ou à Air Canada. Hein. Une fois que vous êtes monté dans l'avion, vous allez atterrir et vous serez libre comme l'air, en tout cas quand vous arrivez à Roissy, je peux vous l'assurer. D'accord, parfait. Ben, merci beaucoup Hélène pour cette confirmation. Il y avait beaucoup d'interrogations là-dessus. J'aimerais laisser la parole. Vous ne serez pas accompagné par la police, ni c'est le comment. Je crois que nous sommes tellement dans une atmosphère où la peur règne que ce genre de mesure est faite justement pour instiller la peur. Et on compte là-dessus pour dissuader les gens finalement de voyager. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais voilà. Bon, on va essayer de passer outre dans ce cas, mais en tout cas, ça c'est beau. Je pense qu'on va passer au prochain sujet qui est l'impatriation et je vais laisser ma collègue Solange prendre le relais. Merci Thomas, bonjour tout le monde, bonjour Hélène, Bonjour Solange. Merci d'être venu vous joindre à nous. Alors, nous avons pas mal de questions sur l'impatriation et aussi, en fait, dans l'impatriation, énormément de questions sur la fiscalité. Donc, Thomas, je pense que je vais juste poser celle sur l'impatriation. J'en ai quand même plusieurs qui concernent la fiscalité et j'espère qu'on aura un peu de temps à la fin pour en discuter. Donc, la première question qui est posée fréquemment, est-ce que le déménagement vers la France fait partie des motifs impérieux? Je pense qu'on a déjà répondu à ça dans le sens que les motifs impérieux n'étaient pas constitutionnels, mais nous avons eu plusieurs fois la question du déménagement. Peut-on redéménager vers la France en ce moment? Mais ils ne sont pas dans la liste, hein? Ce n'est pas dans la liste. Pardon? Ce n'est pas dans la liste. De quelle liste parlez-vous, Hélène? La liste des motifs impérieux, je ne crois pas. Oui, mais la question, moi, il ne me semble pas non plus, mais la question a été posée plusieurs fois par rapport au déménagement. Donc, ensuite, on va passer à une autre question qui est revenue plusieurs fois, la carte vitale. Comment fait-on pour obtenir, si on redéménage vers la France, peut-on obtenir automatiquement une carte vitale? Et si oui, comment fait-on? Alors, deux cas de figure. Là, il faut aller sur le site Retour en France et vous avez absolument toutes les réponses parce qu'il y a beaucoup de cas de figure. Il y a ceux qui ont travaillé en France et qui donc ont un numéro unique qu'ils pourront réactiver automatiquement. Il y a ceux qui n'ont jamais travaillé en France et qui arrivent et qui doivent donc s'inscrire et faire absolument l'ensemble des démarches. Et donc, je ne peux pas apporter une réponse parce que ça dépend de la situation de la personne. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site, donc Retour en France. Et là, vous aurez absolument tous les renseignements et surtout tous les documents dont vous avez besoin suivant votre situation personnelle. D'accord, merci beaucoup Hélène. Nous avons une autre question qui nous vient de la région d'Ottawa, une famille qui rentre en France, qui pense rentrer en France définitivement et qui demande comment fait-on pour répondre à la question du quotient familial et avons-nous une autorisation d'être sur la liste des inscriptions en crèche une fois arrivés en France? Pouvons-nous être admissibles également à des aides? Là aussi, il faudrait, pour ce genre de, c'est une situation individuelle. Je crois qu'il faudrait que cette famille présente son dossier, la liste des questions, parce que je pense qu'il y a la crèche, mais qu'il y a pas mal d'autres choses aussi, à Francine. Et puis, on pourra répondre directement à cette famille, parce que cela dépend de l'endroit où elle va s'installer.
Vous savez qu'il y a certaines villes, malheureusement, où les places sont très, très chères, en crèche ou ailleurs. Et donc, alors, la réponse est qu'il n'y a pas d'inscription automatique. Ça, c'est certain. Il faut d'abord être résident dans un quartier, avoir une adresse permanente. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour engager quelconque démarche administrative en France. Il faut absolument une adresse permanente, et à partir de cette adresse, de pouvoir inscrire les enfants à la crèche, à l'école, et ainsi de suite. Parce que la carte scolaire fait qu'on doit inscrire ses enfants dans le périmètre de l'endroit où on habite, par exemple. Hein. Donc, voilà. Oh, merci beaucoup, Hélène. Je vais juste interrompre 2 minutes par rapport au chat parce que nous avons une personne qui nous dit qu'elle ne comprend absolument rien aux motifs impérieux qui ont maintenant été levés pour les citoyens français, ce qui est le cas effectivement à la personne qui nous pose la question, mais nous sommes obligés de poser les questions qui nous sommes rentrés avant la présentation, et il y a en fait des personnes qui probablement n'avaient pas compris que les motifs impérieux avaient été levés. Est-ce que c'est plus clair pour vous, la personne qui a demandé cette question pour les motifs impérieux? Juste garder en tête aussi, parce que le Conseil d'État donc, a tranché récemment, mais c'est encore valable pour les îles. La France métropolitaine, normalement, on est à peu près tranquille, mais pour les îles, c'est toujours valable. Donc, faire attention aussi à ces conditions-là. Hélène, une toute petite question qui peut paraître un peu à côté, mais quand même, il faut la poser. On a des gens qui demandent si ils ont l'obligation de voyager avec des animaux. Ils veulent savoir s'il y a un traitement particulier pour les animaux. Si les animaux doivent être mis en quarantaine. Ah, alors écoutez, c'est la première fois qu'on pose. C'est une excellente question parce que, mais elle n'a jamais été posée. Donc, je vais la poser pour les animaux, bien sûr. Alors, je ne sais pas si les animaux sont susceptibles d'être aussi porteurs du virus. Je n'en ai aucune idée. Peut-être, puisque les vétérinaires travaillent sur le Covid depuis plus longtemps que les médecins. Donc, peut-être, mais je ne sais pas si toutes les races d'animaux sont potentiellement contaminées ou pas. Hein. Mais oui, je sais que les vétérinaires, justement en France, sont entrés, enfin pour certains, dans le conseil scientifique en disant qu'ils avaient quand même une expérience beaucoup plus longue que les médecins sur le sujet. Donc, je vais vérifier en tout cas pour savoir s'il y a une quarantaine pour les animaux. D'accord. Mais merci Hélène pour cela. Nous avons plusieurs questions, y compris dans le chat, pour les personnes qui aimeraient rentrer en France avec des conjoints qui sont non français. Quelles sont les conditions particulières pour ces personnes-là et les démarches administratives qui y seraient rattachées? Donc, le conjoint est non français et n'a pas le passeport français. Et la question, c'est pour voyager… Ils veulent savoir quelles sont les conditions particulières si l'on veut rentrer en France avec un conjoint non français et quelles seraient les démarches administratives qui y seraient rattachées. Écoutez, là aussi, il faut que la personne envoie à Francine le détail parce que cela dépend de la nationalité de la personne. Si un Français rentre en France avec un conjoint ou partenaire européen, c'est pas la même chose que si celui-ci ou celle-ci est asiatique, américaine, africaine, enfin voilà, donc c'est vraiment très spécifique et là aussi sur le site vous aurez absolument tout le détail suivant la nationalité, mais suivant la nationalité, parce que cela entraîne un visa long séjour, peut-être un titre de travail, mais bon, tous les pays ne demandent pas de visa, par exemple, pour rentrer en France. Donc, voilà, donc il faudrait envoyer… Ce sont des questions qui sont plutôt individuelles et qui sont très importantes pour les personnes. Donc, il faut y répondre individuellement
pour les animaux, ce n'est pas la même chose parce que c'est la première fois et je trouve que la question est hyper importante parce qu'on a quand même un bon nombre de Français et de Françaises qui aujourd'hui sont aussi dans une logique de retour permanent. Hein. Quand on parle de déménagement et quand on parle d'animaux, c'est aussi parce que il y a quand même ce sentiment aujourd'hui de coupure, d'éloignement et ainsi de suite que beaucoup vivent très mal. Et donc c'est important. Alors, pour le déménagement, je vais poser la question. Pour les animaux, je pose la question aussi. Et notre question pour la carte vitale. Voilà, pour se faire vacciner. Donc, j'ai déjà 3 questions. Oui. Juste Solange, si tu me permets, si je comprends bien, Hélène, juste pour synthétiser ici, évidemment, il n'y a pas de conditions plus restrictives pour les étrangers accompagnant les Français entrant en France. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si la majorité des conjoints ici sont de nationalité canadienne et que les Canadiens à la base n'ont pas de nécessité de faire une démarche de visa, dans ce cas-là, c'est toujours les mêmes conditions qui s'appliquent. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de rentrer librement en France avec leur conjoint. Oui. Oui. Okay, super, c'est juste pour clarifier. Simplement ajouter aussi une chose, si vous voulez bien, lorsque ce sont des cas vraiment particuliers, individuels, contactez-moi, écrivez-moi à la suite de cette réunion et on traitera votre demande rapidement. Voilà. Merci. Et donc, je vais poser la dernière question pour l'impatriation, puisque toutes les autres questions, en fait, ont à voir avec les retraites, la fiscalité sur les retraites, etc. Et Thomas, il y en a plusieurs, donc peut-être qu'on peut peut-être mettre ensemble retraite et fiscalité, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. La personne nous demande, est-ce que si l'on a un conjoint qui est non français, est-ce qu'on peut avoir l'assurance sociale et l'assurance maladie en France quand on rentre? Et je pense que peut-être que c'est une question personnelle, mais je pense qu'elle peut s'adresser à pas mal de gens dont les conjoints sont canadiens. Avoir la sécurité sociale, pardon, parce qu'ils m'ont écrit assurance sociale. Ils veulent savoir est-ce qu'ils peuvent avoir la sécurité sociale quand ils rentrent en France avec un conjoint non français. Non, on revient à la même à la question qui avait été posée précédemment. Ça dépend si la personne a travaillé en France avant ou pas. Et de toute façon, il y a un délai de carence, je pense qu'il va être malheureusement réinstauré, de 3 mois. C'est-à-dire que quand on rentre, on n'est pas immédiatement protégé et pris en charge par la sécurité sociale. Hein. Ce n'était pas le cas pendant l'état d'urgence, là, mais je vous dis, ça s'est arrêté le 1er avril. Et pour l'instant, on est dans le flou. On a questionné le ministère, mais je crois qu'ils étaient dans une logique où il y aurait un nouveau projet de loi de finances rectificatif qui passerait avant l'été, et donc d'en profiter pour soit étendre la période d'état d'urgence, soit décréter que le délai de carence, par exemple, n'existera plus. Mais pour l'instant, les textes font qu'on est dans une période exceptionnelle. Donc non, il faut attendre 3 mois et cela dépend aussi de la situation personnelle. Donc là aussi, je vous invite à aller sur le site et puis à écrire directement. Et merci beaucoup, Hélène. Et j'ai oublié, il y avait plusieurs questions générales sur les personnes qui veulent rentrer en France et qui demandent est-ce qu'il y a des aides en particulier pour les Français qui veulent rentrer en France et des moyens de soutien une fois arrivés en France? Alors, là aussi, ça dépend de la situation financière de la personne. Il y a bien sûr le RSA qui est disponible pour ceux qui n'ont aucune ressource et qui sont demandeurs d'emploi. Pôle emploi, alors il y a aussi bien sûr le chômage qui peut être touché, mais là aussi, cela dépend de la situation précédente de la personne. Et entre le Canada et la France, je ne sais pas, autant au sein de l'Union européenne, il peut y avoir un transfert qui fait que si vous êtes par exemple résident en Allemagne, que vous rentrez en France après avoir démissionné, que voilà, quittez votre travail, vous pouvez toucher le chômage en France. Et ça, c'est au sein de l'espace Schengen. Bon.
hors espace Schengen, je ne pense pas que les droits de chômage soient transférables entre le Canada et la France. Bon, je ne sais pas quel est l'état de la convention fiscale. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de la lire avant cette réunion, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Donc, il y a immédiatement, bien sûr, la possibilité de s'inscrire à Pôle emploi. Là aussi, je vais mettre quand même un bémol par rapport à certaines choses que voilà, je me bats depuis des années, mais nous n'avons pas avancé sur la reconnaissance des acquis. Un certain nombre de cas personnels que j'ai suivis, de chefs français qui avaient réussi leur CAP de cuisine en France, qui étaient partis aux États-Unis et qui sont rentrés au bout de quelques années en France avec les enfants parce qu'ils préféraient qu'ils soient scolarisés. Enfin bon, c'était leur histoire personnelle. Et ce monsieur s'est présenté à Pôle emploi alors qu'il avait géré à New York un restaurant très haut de gamme, et qu'il était devenu un chef de renom. Et en fait, Pôle emploi lui a proposé de travailler dans la cantine scolaire du lycée. Voilà. Il n'y a absolument pas en France, et je pense que c'est culturel, la prise en compte de ce que la personne a fait entre son diplôme et finalement et le moment où il se présente à un nouvel emploi. Je sais que pour le Canada et pour tout le monde anglo-saxon, ça paraît complètement fou, mais en France, c'est le diplôme qui compte et on continue à s'accrocher à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le président annonce qu'il met fin à l'ENA, en fait, c'est très symbolique ici de dire, voilà, les énarques, eux, quoi qu'ils fassent ensuite, au pire, ils seront préfets. Voilà, et au mieux, président de la République. Bon, donc tout est basé sur le diplôme. Mais il n'y a pas d'aide particulière. C'est-à-dire que celui qui va rentrer va faire état de sa condition, sa situation financière auprès des autorités françaises. Et c'est là que on décidera s'il a droit à tel ou tel soutien financier. Voilà, mais il n'y a rien d'automatique. Il y a bien sûr la CMU aussi, le RSA, qui fait que des personnes en grande précarité sont en effet aidées, mais aidées sincèrement temporairement, parce que l'aide qui est apportée est vraiment très, très limitée. Hein, il faut le savoir. Hein, le RSA, c'est moins que le SMIC. Hein, donc, très compliqué de vivre avec cela, mais c'est une période de transition pour s'assurer que les gens ne se retrouvent pas finalement sans logement, hein, déjà. Parfait, merci. Est-ce que Yann, peut-être sur le chat, est-ce que tu vois d'autres questions peut-être qui seraient intéressantes pour l'ensemble des participants avant qu'on passe aux retraites? Oui, merci Thomas. Ah, bonjour Yann. Bonjour Hélène. Je ne t'avais pas identifié. Alors, bonjour tout le monde. Alors, une question qui nous revient très souvent ici, Hélène, et aussi au niveau de Français du Monde Ottawa, c'est le peu de reconnaissance des Français à l'étranger par rapport aux institutions financières en France, pour les gens qui veulent ouvrir un compte bancaire. Alors, c'est une question qui nous revient souvent. Je la vois ici dans le chat room. Ouais. Et aussi au niveau de nos adhérents et sympathisants de Français du Monde à Ottawa. C'est une question qui nous revient. Alors, est-ce qu'on peut parler des avancées? Est-ce qu'il y a des changements sur ce point-là? Alors, Yann, c'est une question qui est très, très importante. Et en ce moment, on a un gros souci, c'est que certaines banques, qui sont des institutions privées, hein, sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle et aucune influence, ferment des comptes des Français de l'étranger. Hein. Donc, on a un souci qui est récurrent, permanent, avec des comptes bancaires qui ont été ouverts pour certains et que les banques décident de fermer. Ce sont soit des économies, soit la possibilité, quand les personnes rentrent en France pendant l'été ou pendant les vacances, d'avoir un compte français quand ils sont dans des devises étrangères. Hein. Donc, on a ce souci-là. Je sais que
certains de mes collègues ont pris rendez-vous avec le président de certaines banques et on essaye d'avancer, mais vraiment, nous n'avons aucune influence. Ils le font pour différentes raisons de suspicion de blanchiment d'argent, alors que l'on sait aujourd'hui quand même que l'échange des données se fait entre les pays systématiquement, enfin la plupart, même certains. Moi, je me souviens que quand j'étais ministre, j'avais signé un échange de données avec Monaco. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de pays maintenant le font avec la France, donc il n'y a pas de souci. Mais Yann, c'est un souci et sincèrement, je crois que ce qui serait bon, ce qui pourrait être très, très utile, c'est que les personnes qui ont posé ces questions nous expliquent exactement où sont les blocages, enfin quel blocage et est-ce qu'on leur a opposé. Parce que c'est beaucoup plus utile que d'aller directement avec une question à une banque en disant, voilà, vous fermez les comptes, pourquoi, et ainsi de suite. Bon, on va nous donner des grandes explications, mais là, ça peut être utile d'entrer un petit peu dans le détail. Donc, si les personnes qui posent ces questions vous pouvez me les faire suivre, j'en remettrai une couche. Je sais que moi, je n'ai pas particulièrement suivi ces questions-là, mais certains de mes collègues l'ont fait et jusqu'à présent sans succès. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas notamment alerter le ministère qui, lui non plus, n'a pas d'emprise sur les banques. La Banque de France, oui, mais c'est tout. Mais enfin, ça n'empêche pas le ministre à Bercy d'être alerté et de pouvoir peut-être négocier quelque chose, parce que c'est un vrai souci. C'est quand même un des liens que l'on a avec et puis avec l'assurance, voilà, de ne pas avoir à payer des charges bancaires très importantes parce qu'on va payer avec sa carte de crédit canadienne sur son compte canadien et avoir la banque qui à chaque fois font payer des agios sur les transactions entre différentes devises. Thomas, si vous permettez, je voulais poser une deuxième question. Francine, tu avais un commentaire par rapport… Juste un commentaire à propos des banques, c'est simplement, est-ce qu'il y aurait moyen quand même d'assouplir ou de faire pression sur elles pour assouplir les conditions administratives? Il y a eu un cas d'une personne qui m'a posé la question suivante, à savoir qu'il voulait établir une procuration sur un compte français. En période de Covid, on prend tous des précautions et la banque lui a demandé de venir se rendre en personne avec la personne à laquelle il voulait donner une procuration. Donc, 2 personnes qui doivent se rendre en France simplement pour établir une procuration sur un compte. Donc, ça, c'est vraiment c'est ubuesque parce qu'à l'époque de Zoom, etc., je pense qu'il y a quand même des moyens d'assouplir ces conditions administratives. Donc, voilà. Oui, mais voilà, écoutez, voilà, c'est un excellent exemple parce que c'est exactement le type de… Comment on peut poser une question globale et avoir une réponse globale, à savoir en effet pourquoi les banques ont choisi d'eux. Elles ont certainement de bonnes raisons parce que je pense qu'elles aiment quand même avoir des clients et de s'en passer, et pas forcément dans la logique de leur mode de fonctionnement. Mais en même temps, s'ils le font, c'est qu'il y a des règles qui les incitent à… Donc, voilà. Mais écoutez, donnez-moi dans le détail et comme ça, je pourrais faire une intervention et vous passez l'intervention, mais surtout vous passez la réponse ou les réponses. Thomas, est-ce qu'on a du temps pour une deuxième question? Oui, tout à fait. Alors, on a une autre question d'Ottawa. Venant d'Ottawa, je vais mettre la priorité à nos amis de la région, bien sûr. C'est toujours au niveau du retour en France et la vaccination. La question, est-ce que nos compatriotes peuvent se faire vacciner en France lors d'un retour? Et secondo, si on a déjà eu le premier vaccin, est-ce que ça serait possible d'avoir le deuxième? Alors, une question d'une de nos compatriotes d'Ottawa que je salue. Oui, Yann, j'ai répondu déjà à cela. Vous aurez, en effet, vous avez le droit d'avoir, mais ça ne sera pas AstraZeneca si vous avez eu AstraZeneca en première dose parce que
la France a décidé de ne pas donner la deuxième dose de ce vaccin. Et donc, c'est Pfizer et le vaccin Pfizer a commencé à arriver. Donc, ça sera cette dose-là. Oui, mais dans les conditions que j'ai données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisme parce que vous avez une première dose, que vous pouvez vous présenter et avoir une deuxième. Il faut être dans la tranche d'âge, enfin voilà. Mais il y a ces conditions-là aussi parce qu'il n'y a pas une disponibilité de vaccins comme elle devrait l'être. C'est-à-dire que si nous en avions suffisamment, je crois qu'il n'y aurait pas de tranche d'âge ou de restrictions qui font qu'on progresse. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord que s'il y a peu de vaccins, qu'on vaccine ceux que l'on doit le plus protéger, je pense que ça, c'est tout à fait logique. Et ensuite, au fur et à mesure que les vaccins arrivent, puisqu'on a Moderna, on a aussi à la fin du mois le Johnson aussi, Johnson qui arrive, mais il n'était pas disponible jusqu'à présent. Hein. Donc, avec cette plus grande variété de vaccins, et puis il est prévu que certains soient fabriqués en France, donc je pense que ça va aussi démultiplier leur accessibilité. Oui, inscrivez-vous quand allez voir le médecin de famille de votre famille, et puis d'amis, enfin, pour que vous puissiez avoir une deuxième dose. Merci Hélène, et je profite pour saluer Hélène qui nous a aidés à titre de marraine du monument Amicitia France-Canada. Alors Hélène, on vous attend au mois d'octobre pour l'inauguration du monument. Oh, avec grand plaisir, parce que je crois que c'est la seule période où je ne suis pas venue au Canada. Et j'ai toujours rêvé de voir, bien sûr, l'automne avec toutes ces couleurs merveilleuses qui nous font rêver. Hein, j'ai essuyé le grand froid du mois de février. Je n'oublierai jamais parce que je revenais en plus des Émirats arabes unis pratiquement directement. Donc, choc thermique, de passer de 30 à moins 35 était une expérience inoubliable. Mais c'est tellement beau. Vous avez un pays qui est tellement beau. Ah, bah c'est bien pour ça qu'on y est tous. Ah là là, et puis c'est pour ça que je suis restée présidente d'honneur, parce que je me suis fait des amis au Parlement, et c'est pour ça que je continue à être en relation avec eux, avec Serge Joyal, avec tous ces gens merveilleux qui font de belles choses, et surtout qui aiment passionnément la France. Donc c'est aussi très travailler avec eux. Alors justement, on va parler un peu de... C'est une belle transition. Il y a les gens qui aiment le Canada et qui viennent visiter. Puis maintenant, on a aussi, au niveau des retours, des impatriations, on a des gens... Alors, il y en a beaucoup, ils sont en situation active, donc ils veulent revenir sur le marché du travail français, mais on a aussi beaucoup de retraités qui ont fait toute leur vie professionnelle au Canada, ou en tout cas la majorité, et qui désormais, en fait, souhaitent rentrer en France et se demandent si leur retraite canadienne va être prise en charge par la France aussi. Est-ce que la convention fiscale ici fonctionne? Je vous laisse répondre. Hein. C'est une bonne question. Francine, là-dessus, peut-être, est-ce que je peux demander ton aide? Je vais regarder, mais de toute façon, que vous sachiez une chose, nous avons prévu effectivement, plus spécifiquement, une réunion le 8 mai qui va porter sur les retraites et sur la fiscalité. Donc, les questions qui sont abordées aujourd'hui, nous allons plancher là-dessus et les prendre en compte, et de toute façon répondre à ces questions. Mais de toute façon, il faudrait regarder aussi la convention fiscale. Elle est affichée sur le site web du gouvernement du Canada, ministère des Finances. Donc, il suffit simplement de mettre convention fiscale entre la France et le Canada sur Google, et vous allez pouvoir regarder, et à ce moment-là, consulter les différentes rubriques. Mais de toute façon, on en tiendra compte, et c'est aussi un sujet que nous voulions aborder. Vous savez, comment, je reviens toujours à la même chose, mais pardon de me répéter, mais ce sont des situations particulières. Et donc, il y a des textes, et on applique les textes suivant la situation de la personne. Donc, je pense que tous ceux qui ont des questions et qui sont très légitimes et qui ont besoin, enfin, qui peuvent aussi nous aider, nous les élus, collectivement, à avancer sur le sujet,
il faut vraiment nous les poser. Hein, il faut les mettre sur la table. Alors bon, chacun n'a pas forcément envie de partager parce que c'est quand même intime à la personne, mais sachez que vous pouvez le faire en toute confidentialité, de poser vos questions, aller dans certains détails, et puis on répondra vraiment, mais c'est injuste d'essayer d'apporter des réponses globales, parce que peut-être que votre situation ne rentre pas dans ces cases-là, et que de fait, vous avez la mauvaise réponse à votre situation particulière. Ok. Très bien. Donc, je pense que ce serait bien qu'on résume très rapidement parce que je vois, en fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur lesquelles on a déjà répondu. Donc, juste rapidement, si tout le monde le permet, les gens, donc, nous pouvons rentrer en France métropolitaine à condition de respecter, évidemment, les demandes des compagnies aériennes et donc des gouvernements, un test PCR à jour dans les moins de 72 heures avant le départ, s'assurer d'avoir un document de transport valide. Et donc, si vous rentrez en France, assurez-vous d'avoir un document d'identité français. Vous pouvez voyager avec vos conjoints, mariés ou non. Ces conjoints, évidemment, sont de nationalité française ou de nationalité étrangère. Faites juste attention à respecter à faire attention si ces personnes-là nécessitent un visa pour pouvoir rentrer en France, mais il n'y a pas de surconditions particulières par rapport au Covid. Pour tout ce qui est relatif donc aux motifs impérieux, on l'a dit, le Conseil d'État a adapté cette mesure, donc vous n'avez pas besoin de motifs impérieux pour rentrer en France. Cependant, si vous rentrez dans les îles françaises, à ce moment-là, les motifs sont toujours en vigueur. Nous répondrons à d'autres questions. Donc, il y avait des très bonnes questions. Donc, merci à tous les participants du Canada d'avoir posé de si bonnes questions aussi. Pour les animaux, on va vous trouver la réponse. Je crois que j'ai oublié quelques points, mais si jamais quelqu'un veut compléter, n'hésitez pas. Et puis, on va continuer de prendre les questions les plus générales possibles, comme on a dit. Pour les questions personnelles, encore une fois, Francine et nous, toute l'équipe, on est disponible pour répondre au cas par cas et nous assurer, évidemment, avec le concours d'Hélène, merci encore Hélène, de pouvoir régler chaque situation. Et simplement, je pense très lentement, hein, je réfléchis très lentement là, mais la question, est-ce qu'on a besoin de la carte Vitale pour se faire vacciner? La réponse peut être non, dans le sens que la carte Vitale permet de se faire rembourser. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de carte Vitale, on n'a pas en droit de se faire vacciner. Enfin, je ne sais pas si la question avait été posée dans ce sens-là, mais non, on n'a pas besoin de carte Vitale pour se faire vacciner. Si on a une carte Vitale, généralement, c'est pour se faire rembourser. Hein, voilà. Moi, je voudrais juste insister aussi sur le fait qu'il ne faut pas oublier les exigences qui sont liées au retour au Canada. Je vous conseille vivement de regarder, de consulter le site de Santé Canada et le site aussi de votre province, puisque les conditions fluctuent et changent de province à province. Donc, ne partez pas et surtout, consultez ces sites même lorsque vous êtes en France, parce que la situation est très fluide et les exigences changent de jour en jour. Voilà. Alors moi, j'ai vu, parce que j'ai pris le temps quand même de regarder un petit peu comment ça se passait, mais il y a un site qui est pas mal, qui arrive Cannes, hein, qu'il faut consulter. C'est un petit peu l'équivalent de notre ambassade, voilà, avec tous les motifs, enfin, toutes les questions. Hein. Parfait. Alors, on est à 10 minutes de la fin. Je veux juste être sûr ici alors, il y a une question qui peut paraître très simple comme ça, mais qui je trouve bonne. Dans le cas où une personne est vaccinée, est-ce qu'elle a quand même besoin de faire un test PCR pour voyager? Ou elle présente simplement sa justification de vaccination? Non, je crois que le test PCR, parce qu'il n'y a pas une immunité totale de toute façon avant, enfin, même après. Enfin, écoutez, moi, je n'ai pas la prétention d'être devenue épidémiologue ou autre, mais donc je respecte et j'écoute les instructions qui sont données. Tous ceux qui autour de moi ont eu la possibilité de se faire vacciner parce qu'ils étaient dans la tranche d'âge prioritaire pour différentes raisons, continuent à porter des masques, continuent à respecter toutes les mêmes mesures. C'est-à-dire qu'en fait, on
on n'enlève pas le masque, on ne supprime aucune des mesures de distanciation sociale et ainsi de suite. Hein. Je crois que c'est parce que, enfin, ce qui vous a été expliqué, c'est parce que l'immunité n'est pas à 100% et que je crois qu'il y a encore des doutes à savoir est-ce qu'une personne vaccinée peut-être ne développera pas une forme, on va dire, grave de la maladie, mais ça ne l'empêche pas d'avoir peut-être été contaminé et de pouvoir le transmettre. Je crois qu'il reste encore un doute hein, sur ce point. Donc, non, si on demande le test PCR, c'est pour s'assurer que si vous allez passer dans un lieu fermé quelques heures, sans pouvoir ouvrir les fenêtres, ce qu'on nous demande de faire, bien évidemment qu'il faut s'assurer que tous les gens qui montent dans l'avion eh bien, sont sains. Voilà, donc ce test peut aussi peut-être stopper certaines personnes qui auraient été contaminées sans le savoir et qui pourraient développer des symptômes assez rapidement après. Hein. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que Yann, Solange, est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être une dernière question avant qu'on attaque la conclusion. Il demande, une personne demande rapidement s'il y avait des conditions particulières. Attends, pardon, j'ai perdu la question, du coup, elle a disparu. Bah, oui, non, mais parce que le chat bouge en permanence et Sylvie Lasserre a posé une question par rapport à… Ah oui, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Une personne qui est séparée demande si son conjoint, qui est canadien et non français, aura besoin de conditions particulières pour rentrer en France. Mais il me semble qu'on a déjà répondu à la question et que les règles ont été établies, qu'il n'y a aucun problème pour que son conjoint canadien vienne rendre visite à sa fille en France. N'est-ce pas, Thomas, Hélène? Oui, c'est la compréhension que j'en ai aujourd'hui, oui, tout à fait. D'accord. Et au niveau, Thomas, de tout ce qui était fiscalité, retraite… Alors, là-dessus, donc, il y avait beaucoup de questions aussi, et c'est vrai qu'on est un petit peu pressé par le temps, mais on veut aussi s'assurer de pouvoir y répondre correctement. Donc, pour ces questions-là, je pense, et Francine, je parle sous ton contrôle ici, on en parlera un peu plus, on en parlera le 8 mai, notamment avec le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui est un peu plus spécialisé, je dirais, sur ces questions-là. Et entre-temps, évidemment, si vous avez des cas particuliers, encore une fois, qui nécessitent d'être assistés assez urgemment, nous pouvons y répondre et vous aurez dans l'email de remerciement qu'on va vous envoyer évidemment après cet événement, on va vous envoyer une adresse email, tous les liens nécessaires pour reprendre un petit peu les informations de cette réunion-là aussi. Voilà, je pense que maintenant, Francine, Hélène, on peut passer à la conclusion. Je vous laisse faire. Oui. Bon, j'aimerais remercier la sénatrice Hélène Conway-Mouret pour cette conférence qui a été très instructive sur un sujet qui intéresse au plus haut point nos compatriotes à l'approche des vacances d'été et aussi compte tenu de la situation sanitaire actuelle en France et au Canada. Donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre de réunions d'information que j'ai organisées tout au long de mon mandat pour vous tenir au courant des questions qui vous concernent et qui vous impactent. J'aimerais également donc vous informer, on l'a mentionné à plusieurs reprises, que le 8 mai prochain, à la même heure, soit de 11h à 12h30, j'organise une autre réunion d'information avec le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui viendra parler de l'actualité parlementaire, c'est-à-dire de la fiscalité, des retraites, la carte vitale, et qui répondra à vos questions. Donc, réservez dès maintenant cette date dans votre calendrier et de toute façon, on prendra les questions aussi que nous avons reçues et si elles sont urgentes, bien entendu, nous y répondrons immédiatement. Autrement, les sujets seront abordés donc, par le sénateur Lecomte. Donc, en conclusion, je vous donne rendez-vous le 29 mai à l'occasion des élections consulaires et j'espère que nous pourrons compter sur votre soutien et continuer à vous servir au cours des 5 prochaines années. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Et surtout, je tiens à remercier la sénatrice Hélène Conway-Mouret et aussi les membres de mon équipe et en particulier Thomas
Yann, Alexandre et Solange. Que tu voulais dire un dernier mot avant qu'on passe juste au lien utile? Tu t'adresses à moi, Thomas? Oui, oui, oui. Ah, pardon. D'accord. Oui, oui. Mais écoutez, bon, c'est très frustrant parce que je ne vois que quelques visages. J'ai essayé de voir un petit peu tout le monde. J'aurais aimé vous rencontrer parce que c'est quand même autrement enrichissant. Mais bon, merci pour toutes vos questions. Je pense que ça permettra le 8 mai, j'ai bien noté tout cela, et Francine pourra peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail, partager tout cela avec Jean-Yves Lecomte. Et donc, ça lui permettra, lui, peut-être dans un propos introductif, déjà d'adresser un certain nombre des situations que vous avez évoquées là. Pour le reste, on vous enverra des questions à poser. Voilà, ces réunions sont publiques, sont faites pour cela, hein, pour identifier justement des nouveaux sujets. On vous répondra, enfin, je répondrai, poserai les questions et par le biais de Francine et son équipe. Et puis vous dire que, écoutez, on continue à œuvrer, à vraiment œuvrer pour les Français de l'étranger. Je pense que vous avez, par le biais de ces élus de proximité, c'est un très, très beau mandat, le mandat d'élu local, parce que c'est lui qui, finalement, permet le plus de résultats. Parce qu'on est confronté, et là, vous avez la chance d'avoir des gens qui n'arrivent pas à une élection parachutée de quelque part. Ce sont des gens qui sont parfaitement insérés dans la communauté française depuis très longtemps, qui ont choisi, comme vous, d'habiter au Canada, et donc, finalement, de partager un quotidien. Et je pense que le vécu est incroyablement important. En tout cas, moi, je continue à m'en inspirer, et quelles que soient les fonctions que j'ai pu exercer, eh bien, à chaque fois, je me suis rattachée à comment être utile à la collectivité. Hein, quand on fait de la politique, c'est le choix que l'on fait, ou quand on est dans l'associatif, parce que ce sont des activités qui sont incroyablement chronophages. Il y a 1000 autres choses à faire, hein, mais on choisit de servir les siens, on choisit d'être à leur écoute et d'essayer d'être utile. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter directement. Nous sommes facilement trouvables sur le site du Sénat en tapant le nom des personnalités publiques, dont tout s'affiche automatiquement, et de nous envoyer aussi des questions. En tout cas, vous pourrez vérifier sur le site du Sénat aussi, si ça vous intéresse, l'ensemble des questions qui sont posées. Moi, je pose énormément de questions écrites et questions orales qui ont un sujet très spécifique, parce que je me dis que voilà, il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petites victoires, et parfois on fait bouger les choses pour un groupe de personnes. Là, récemment, j'étais très, très heureuse de savoir que j'avais posé des questions et bousculé le ministre suffisamment longtemps pour faire en sorte que les enfants handicapés, par exemple, qui ont une certaine prise en charge dans les écoles françaises, puissent avoir une prise en charge qui soit complète et pas simplement partielle, et que ça ne soit pas simplement les familles boursières, mais l'ensemble des familles qui puissent en bénéficier. Voilà, c'était une réunion qui s'était passée à Barcelone il y a 3 ans. Il a fallu 3 ans, mais on y est arrivé. Donc, voilà, parfois, il faut être un peu patient. En tout cas, vraiment, je vous incite à aller sur le site du Retour en France. Je crois que vous trouverez une mine d'informations qui vous seront utiles personnellement. C'est ça qui est important, hein, parce que votre situation est certainement différente d'autres. Par contre, pour les comptes bancaires, ça, c'est un sujet collectif, hein. Et on va le poursuivre. Donc, merci de me donner des éléments de blocage, et je vais faire au mieux pour les ajouter à ce qui a déjà été posé par certains de mes collègues. Moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées,
Et donc, j'ai un certain nombre de sujets que je suis un petit peu plus, notamment les questions de sécurité et autres, que d'autres collègues qui sont dans des commissions qui leur ouvrent les portes, puisque c'est ce dont ils traitent constamment. Hein. Donc, ce sont les sujets sur lesquels ils travaillent au quotidien. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir conviée. Ça me fait vraiment très, très plaisir de vous voir en bonne santé. Hein. C'est la première chose, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une belle campagne à l'équipe. Et puis, surtout, je croise les doigts pour que ce beau monument, qui est incroyablement important, hein, pour beaucoup, eh bien, voit le jour. Je crois qu'on y a beaucoup œuvré. C'était une implication de chacun et on aura la chance de bâtir quelque chose de physique qui montre cette amitié franco-canadienne à laquelle nous sommes tous attachés. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À Merci. bientôt. Au revoir. La même chose. Bon dimanche. Merci. Merci Hélène. Au revoir Yann. Ça y est? On va juste attendre un tout petit peu. Je vais juste un instant, s'il vous plaît. On va faire les choses comme il faut. Solange? Merci Thomas. Merci Thomas, merci Yann, merci Solange, merci à toute l'équipe, vraiment, parce que c'était, voilà. Merci Sabine. On peut